Vendredi 14 août de l'an 2026. Bonjour à chacun et à tous. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur Sota FM. C'est Sota Midi Magazine dont voici le sommet. Baccalauréat session de juin 2026. Les nouveaux bacheliers pourront bientôt entrer en possession de leur attestation. L'annonce est faite par la direction de l'Office du baccalauréat. Nous en parlons dans cette édition. Pendant ce temps, la nouvelle INAM retient les attentions au Bénin. L'on célèbre demain 15 août la fête de l'INAM sur place ici à Malanville. Quelles sont les disponibilités de ce tubercule sur le marché et que pensent les Malanvillois de cette commémoration? Élément de réponse à suivre. À suivre également la cérémonie officielle du tirage au sort de 1000 jeunes bénéficiaires de l'initiative du projet Aviculture du dispositif Azoli. Plus de 17 milliards de francs CFA sont alloués pour ce projet. Les détails sont à suivre, sans oublier quelques nouvelles sur le continent. Et en pied d'édition, la revue de presse nationale. Voilà ce qui nous attend, mesdames et messieurs, pour le sommet. Merci de vous installer confortablement. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Cette nouvelle en plus bref, baccalauréat, session de juin 2026. Le retrait des attestations démarre dans quelques jours. Les nouveaux bacheliers de la session de juin 2026 pourront bientôt entrer en possession de leur attestation. L'Office du baccalauréat annonce le démarrage de distribution à partir de lundi 24 août dans les 12 départements du Bénin. Selon le communiqué rendu public hier jeudi 13 août, l'opération se déroulera du 24 au 29 août prochain dans les centres retenus dans chaque département. Et dans le département de l'Alibori, c'est le CG1 Kandi qui abritera l'équipe de distribution et le lycée Mathieu Bouquet pour le département, pour les demandeurs du département du Borgou. Je voulais annoncer en titre la population béninoise célèbre chaque 15 août la fête de l'INAM, une célébration qui marque la sortie de la nouvelle INAM au Bénin. Que disent les Malanvillois d'une telle célébration? Nous avons interrogé Hervé Bacho et Fauziat Aboulaye. Suivez un extrait de leurs propos. La fête de l'INAM est une grande fête chez nous au Bénin et surtout au sud et dans le centre du Bénin. C'est une fête qui mobilise surtout les communautés Idacha, les communautés Mahi et d'autres communautés du centre du Bénin, donc les collines. C'est une grande fête qui regroupe toutes ces communautés-là et il y a un rituel qui se fait avant la consommation de la nouvelle INAM. Moi personnellement, je ne célèbre pas cette fête parce que je ne suis pas ancré dans la tradition et donc lorsque la nouvelle INAM sort, je peux l'acheter et la consommer. Mais pour ceux qui sont ancrés dans la tradition, il y a un rituel qu'ils doivent faire avant la consommation de la nouvelle INAM. Je leur souhaite une très belle fête de l'INAM. Ça révèle aussi notre identité culturelle au Bénin. Je souhaite à toutes les communautés qui vont célébrer cette fête une joyeuse fête de l'INAM partout au Bénin. Ici, ça nous dit quelque chose parce que les gens ne considèrent pas les traditions ici. Dans le village, les gens font d'abord avant de commencer à manger l'INAM. Quand l'INAM sort d'abord, on prend un coupe. Après, les anciens font des invocations et prennent l'INAM, mais ça au bord de chaque maison et sur certaines tombes aussi des ancêtres. Après, ils font des invocations et font des trucs. Et après, ce même soir, ils vont piler l'INAM. Ici, non, on ne respecte pas. Ici, même si l'INAM sort là, c'est pas on ira au marché pour acheter et on pile pour manger, c'est fini. À cette occasion, l'équipe de la rédaction a fait un tour au marché international de Malanville pour vérifier la présence de la nouvelle INAM sur le marché. La commerçante rencontrée confirme la présence de l'INAM et les difficultés qu'elle rencontre quant à la commercialisation. On écoute Colette Sounon.
nouvel igname est déjà à Malanville. C'est ça nous avions amené. Nous sommes arrivés. Nouvellement, c'est notre premier tour ici. Le marché n'est plus comme avant. Cela constitue un découragement pour nous. Dans le passé, lorsque le nouvel igname sort, nous achetons ça cher. Et arrivé à Malanville, quelles que soient les circonstances, nous vendons le sac à 50 000. Cette fois-ci, depuis notre arrivée, les acheteurs négocient notre marchandise à un prix qui décourage. Ils parlent de 30 000 francs hors du village. Le sac, nous l'avons acheté à 45 000. Les frais de transport aussi, ça coûtait jusqu'à 50 000 francs. Si tu vends ça à 30 000, il sera difficile pour l'homme de retourner au village. Tout ça nous décourage. Ils disent que la frontière est fermée. Il faut diviser chaque sac en deux et le coût du traversée par ce fleuve n'est pas favorable. Or, toutes ces dépenses pèsent sur nous. C'est des dettes seulement. Depuis hier, nous sommes arrivés ici. Ils ne font que demander le sac à 30 000. Aidez-nous à trouver une solution, les besoins de la famille. Si ça ne marche pas, qu'est-ce que nous allons devenir? Nous voulons 45 000 sur chaque sac, c'est ce qui nous arrange. Et notre source explique que les difficultés sont dues à la fermeture de la frontière entre le Bénin et le Niger. C'est pourquoi elle saisit l'occasion pour adresser un message aux autorités des deux pays. On écoute Colette Sounon. Notre message, même l'année dernière, nous l'avons évoqué. Que Dieu fasse qu'il y ait entente entre les deux peuples, que les chefs d'État s'entendent pour procéder à la réouverture de la frontière. Dans le passé, le camion passe par le pont pour atteindre le marché. Mais aujourd'hui, c'est le fleuve et ça ne m'arrange pas. Ce n'était pas comme ça. On ne connaissait pas le marché de Malanville calme. Vous n'avez pas constaté que tout est calme aujourd'hui? Vendredi, dans le passé, tu n'auras même pas d'espace pour passer. Mais aujourd'hui, regardez, personne dans le marché. Ça ne ressemble même plus le marché de Malanville. Après le marché d'Antopa, c'est le marché de Malanville. Aujourd'hui, tout est sec. Les infrastructures construites par les autorités, rien ne marche. Comment ils pourront payer le loyer? Que les deux chefs d'État s'entendent pour nous sortir de ce calvaire, c'est notre cri de cœur. Que Dieu facilite, aidez-nous à trouver une solution. Et bonne fête donc à toute la communauté béninoise dans le cadre de la fête de la nouvelle igname. Atelier de renforcement du dialogue communautaire et de prévention des conflits agro-pastoraux porté par la mairie de Malanville, financé par le projet MSEC et confié à l'ONG Coexister. L'atelier a démarré hier 13 août à la maison des jeunes et loisirs de Malanville, se poursuit ce jour 14 août 2026. Un atelier de restitution et de validation du diagnostic BEN 53 intitulé Bouclier de paix, le dialogue communautaire pour la prévention des conflits. Chez la séance a réuni agriculteurs, éleveurs, autorités communales et préfectorales, forces de défense et de sécurité ainsi que plusieurs autres acteurs impliqués dans la prévention des conflits. L'objectif est de restituer, enrichir et valider les conclusions du dialogue, d'élaborer autant pour moi un plan d'action consolidé et de désigner les représentants devant contribuer à la consolidation du comité agro-pastoral de Guinée qui fera désormais l'objet d'une redynamisation. Suivez Abdou Karim Bouraïman qui nous édifie davantage sur cet atelier. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de la restitution d'un rapport diagnostic qui a été confié à l'ONG Coexister. Ce rapport diagnostic fait suite à un plan d'action que nous avons appelé Bouclier de paix, le dialogue communautaire pour prévenir les conflits dans l'arrondissement de Guinée. C'est un programme financé par le programme MSEC et porté par la mairie de Malanville. Donc l'ONG Coexister a été identifiée
pour conduire ces diagnostics au niveau des 16 villages de l'arrondissement de Guéné. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour un travail de 2 jours pour restituer les travaux que nous avons effectués sur le terrain aux différentes parties prenantes de cette activité-là, à travers la restitution d'un rapport. Le diagnostic porte sur les causes des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Essentiellement, c'est de ça qu'il s'agit. Et également, quelles sont les actions qu'il faut mener dans le futur pour pouvoir contribuer à régler ces problèmes-là. Nous sommes allés dans tous les villages de l'arrondissement. Nous avons travaillé avec les communautés d'agriculteurs, les communautés d'éleveurs, femmes, les jeunes. Nous avons écouté chaque groupe par rapport à ces conflits entre éleveurs et agriculteurs. Donc chacun s'est prononcé. C'est des acteurs de terrain, des sachants qui ont participé aux séances d'échange, au dialogue communautaire que nous avons organisé, au diagnostic. Donc du coup, ils ont ressenti les réelles causes de ces conflits. Et en même temps, ils ont dit ce qu'ils pensent qu'on pourrait mener comme action pour régler ces conflits-là. Donc, il n'y a pas de doute à notre niveau. Les réflexions, forcément, vont nous conduire à un plan d'action qui nous conduira, Inch'Allah, dans le futur, n'est-ce pas, à mieux adresser ces problèmes. C'était Abdou Karim Bouraïman, président de l'ONG Coexister, et le chargé du programme MSEC OIM à son tour de saluer l'initiative et donne plus de précisions sur la notion de conflits agro-pastoraux. On écoute Horacio Zanvo. Nous sommes venus ici dans le cadre déjà dans un projet. Le représentant du commissariat à l'organisation l'a évoqué tout à l'heure. L'intitulé du projet, c'est bouclier de paix et dialogue communautaire pour la prévention des conflits agro-pastoraux. Lorsqu'un conflit éclate, nous avons tous un réflexe. C'est de savoir qui a tort, qui a raison. Mais les conflits sont parfois beaucoup plus complexes que ça. Derrière des cultures détruites, il y a des mois de dur labeur. Derrière tout groupe qui se déplace, il y a un besoin de survie. Et donc parfois ces conflits cachent des causes beaucoup plus profondes que nous ne percevons pas tout de suite. Et il est important que nous puissions faire un travail consistant à écouter le terrain, à écouter les communautés, afin de mieux comprendre comment ce phénomène se manifeste. Le phénomène des conflits agro-pastoraux ne se manifeste pas qu'au Bénin. Cela se passe au Togo, cela se passe au Ghana. Mais cela ne se manifeste pas de la même manière dans ces différents pays-là. Et même quand on prend notre cher pays, le Bénin, ce n'est pas de la même façon que cela se manifeste à Guinée, que cela se manifeste peut-être à Boumé ou à Materi de l'autre côté de la Takora. Le projet et le diagnostic communautaire qui a été réalisé s'est fait précisément à Guinée, ici dans l'arrondissement de Malambi, parce que Guinée est un arrondissement qui possède la grande majorité de communautés de l'éleveur, notamment de communautés peu, et c'est également l'arrondissement qui, malheureusement, a le plus grand chiffre quand il s'agit de conflits agro-pastoraux. C'est le lieu ici pour nous de saluer l'engagement des autorités locales, notamment du chef d'arrondissement, de saluer l'énorme travail qui a été abattu par nos partenaires de l'association Coexister sur le terrain. Nous allons, au cours de cet atelier de restitution, apprécier un peu ce qui a été fait, en tirer les conséquences, les implications et les actions à prendre. Comme je l'ai dit, le phénomène ne se manifeste pas de la même façon partout. Il est important et il revient à chaque communauté d'identifier elle-même les causes profondes, mais également de proposer elle-même les solutions qui pourraient contribuer à résoudre ces conflits. Et lorsqu'on parle de gestion de conflits, cela ne se limite pas seulement à gérer le conflit aussi sur lui. Il s'agit aussi de mettre en place des mécanismes pour prévenir cela, renforcer le dialogue, l'écoute. Lorsqu'il y a un conflit, même si c'est deux personnes, parfois ça peut entraîner la division de toute une communauté. On est tous concernés, tous les niveaux, ce qui explique le parterre acteurs réunis ici aujourd'hui. Pour le représentant du haut-commissaire à la sédentarisation des éleveurs, cette séance est d'une importance capitale et il profite de l'occasion pour saluer l'engagement de la communauté extrait des propos de Sakibou Orugani. À l'occasion de cet atelier de restitution du diagnostic du projet bouclier de paix, je voudrais d'abord
saluer cette initiative de l'ONG Association Co-RDC et remercier l'ensemble des acteurs qui ont participé à la réalisation de ce diagnostic, notamment les communautés et les différentes parties prenantes. Ce travail constitue une étape importante pour mieux comprendre les dynamiques locales, les facteurs de vulnérabilité ou de tension ainsi que les opportunités de renforcement du dialogue communautaire. Et cette rencontre, pour moi, revêt une importance particulière car elle ne devrait pas être une simple restitution. Elle doit être une occasion de confronter les résultats du diagnostic au vécu des communautés, de les enrichir et de les valider collectivement afin de disposer d'une base solide pour élaborer un plan d'action réaliste et inclusif. Cette édition se poursuit, on marque une courte pause, on se retrouve après ceci. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Je voulais annoncer en titre, la grande salle du Palais des Congrès à Cotonou a abrité ce jeudi 13 août la cérémonie officielle du tirage au sort des 1000 jeunes bénéficiaires de l'initiative du projet aviculture du dispositif Azoli avec plus de 17 milliards de francs CFA mobilisés par la Banque mondiale pour réussir ce projet. C'était en présence des maires des 77 communes du Bénin, responsables de l'ANPE et du prodige. Retour sur cette cérémonie avec Bruno Gaclé. Ils étaient nombreux à attendre cette étape. Au total, 898 nouveaux jeunes ont été tirés au sort. Ils viennent compléter les bénéficiaires déjà retenus lors de la phase pilote pour atteindre l'objectif de 1000 jeunes à accompagner dans la filière avicole. L'opération s'est déroulée par commune avec la participation des maires ou de leurs représentants. Une procédure placée sous la supervision d'un huissier de justice afin de garantir la régularité et la transparence du tirage. Pour les responsables du programme, l'enjeu dépasse donc le simple choix des bénéficiaires. Il s'agit de donner à des jeunes l'opportunité de se former, d'acquérir des compétences nécessaires et, à terme, de s'insérer professionnellement dans la production de poulet de chair. Une ambition qui s'inscrit dans les objectifs du programme Azoli mis en œuvre par l'Agence nationale pour l'emploi, l'ANPE, avec l'appui du projet d'inclusion des jeunes, le prodige. Pour les responsables de l'Agence nationale pour l'emploi, le plus important commence maintenant. Accompagner les jeunes retenus et leur permettre de transformer cette opportunité en activité génératrice de revenus. Urbain Amebedji, directeur général de l'ANPE et coordonnateur du prodige. Le tirage s'imposait à nous du fait que plus de 21 000 jeunes béninois se sont intéressés à l'initiative 1000 jeunes en agriculture, dont plus de 16 600 étaient éligibles. Nous en avions besoin que de 1000. Comment sélectionner 1000 dans 16 000 sans créer des frustrations, sans être soupçonné de favoritisme? C'est pour cela que nous avons invité ici tous les maires, parce que toutes les communes sont concernées. Et nous avons fait en sorte qu'il y ait au moins 5 personnes au moins dans chaque commune, quel que soit le nombre de jeunes qui s'intéressent dans la commune. Et donc nous les avons invités ici pour faire ce tirage, de manière à ce que cela soit transparent, par une méthodologie qui soit insoupçonnable pour qui que ce soit, afin que ceux qui vont être choisis, ceux qui vont être élus par la main de Dieu, nous puissions les former, leur donner tous les atouts pour qu'ils puissent s'investir dans l'agriculture et permettre au Bénin d'assurer son autosuffisance en matière de production de poulailles. Je vous informe que c'est plus de 17 milliards que le gouvernement du président Romuald Wadagni a mobilisé à travers la Banque mondiale pour cette initiative. Et selon le succès que nous aurons avec cette première cohorte, nous aurons le courage d'aller vers le gouvernement pour mobiliser de nouveaux financements pour continuer. Après le tirage, les bénéficiaires devront poursuivre les différentes étapes prévues par le dispositif. Formation, accompagnement et préparation à l'installation sont notamment au cœur du processus. L'objectif est de permettre aux jeunes sélectionnés de disposer des connaissances et des moyens nécessaires pour intégrer durablement la filière avicole. Présent à cette cérémonie,
Le maire d'Adjoum a salué la manière dont le tirage a été conduit et se dit satisfait de la transparence du processus. Félicien Roucarin, maire d'Adjoum. Nous sommes heureux, comme tous les maires d'ailleurs, de savoir que le gouvernement agit dans nos communautés, agit pour nous aider à régler les problèmes d'emploi et de chômage. Doter ces jeunes d'équipements et de moyens pour nous aider à régler le problème de protéines, l'élevage des volailles. Je crois que c'est une bonne initiative et en tant que maire, en tant que bénéficiaire de ce projet, je ne peux qu'être heureux et être fier de ce que le Bénin devient chaque jour. Même satisfaction du côté de Kolekamé. Lolonto Gilles Chris. Et ma présence ici est pour moi d'une fierté, d'un honneur que de représenter la commune de Kolekamé pour cette phase de sélection. Et la procédure a été suivie. Et tout a été fait dans les règles de l'art telles qu'ils l'ont inscrit et nous avons apprécié. Le programme Azoli franchit donc une nouvelle étape dans son initiative dédiée à l'agriculture. Au-delà du simple tirage au sort, l'enjeu est désormais de transformer la sélection de ces jeunes en véritable opportunité d'emploi, d'entrepreneuriat et de création de revenus. Pour les bénéficiaires, le tirage marque ainsi le début d'un nouveau parcours, celui de la formation, de l'engagement et à terme de l'installation dans la filière avicole. Merci à vous, Bruno Gaclé, pour ce compte rendu. Démarrons maintenant les quelques nouvelles hors de nos frontières avec le Niger où un missionnaire américain enlevé au Niger est libéré après plus de 9 mois de captivité. Le pilote missionnaire est donc libre. Missionnaire américain Kevin Rideout est donc libre de ses mouvements. Désormais, après plus de 9 mois de captivité, il avait été enlevé en octobre 2025 à Niamey où il travaillait pour une mission de l'organisation d'évangélisation internationale. Au Tchad, l'ex-premier ministre et opposant Succès Masra a été gracié par le président Mahamat Idriss Déby aujourd'hui même, vendredi 14 août. Cette grâce présidentielle est actée par décret alors que Succès Masra purgeait depuis plus d'un an une peine de 20 ans de prison ferme. 8 autres dirigeants de partis politiques sont également graciés. En RDC, l'épidémie d'Ebola touche une 6e province. L'épidémie d'Ebola en passe de devenir la plus meurtrière de l'histoire de la République démocratique du Congo. S'est étendue à une 6e province. Il s'agit de celle de Bas-Ouélé. Évidemment, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Mais avant de vous quitter, ne raccrochez pas. Le rappel de l'essentiel en titre et aussi la revue de presse qui suivra. Et retenez pour l'essentiel que baccalauréat session de juin 2026, les nouveaux bacheliers pourront bientôt entrer en possession de leur attestation. L'annonce est faite par la direction de l'Office du baccalauréat. Nous en avons parlé dans cette édition. Pendant ce temps, la nouvelle INIAM retient les attentions au Bénin. L'on célèbre demain 5 août la fête de l'INIAM. Sur place ici à Malanville, quelles sont les disponibilités de ce tubercule sur le marché et que pensent les Malanvillois de la commémoration? Éléments de réponse vous sont servis dans cette édition. Vous avez également suivi la cérémonie officielle il y a quelques instants avec Bruno Gacli du tirage au sort de 1000 jeunes bénéficiaires de l'initiative du projet Aviculture du dispositif Azoli. Plus de 17 milliards de francs CFA sont alloués pour ce projet. Les détails vous sont servis. Évidemment, sans oublier les quelques nouvelles sur le continent. Ne raccrochez pas en direct chez vous. Je suis Loukman Wouroucheo. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari à l'édition. On l'appelle Mouchidat. L'info récente continue sur Sota FM. Retrouvez-moi juste après cette transition pour la revue de presse nationale. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Suivez la revue de presse sur Sota FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs,
Bonjour. Dans la presse écrite ce vendredi, le Sénat se trouve encore au cœur de l'actualité. Sujets diversement traités, d'entrée le matinal, Fraternité, la Boussole, le Soleil Bénin Info, le Télégramme et autres rapportent que la Russie félicite Patrice Talon après son élection à la tête du Sénat. Suite à son élection, Valentina Matvienko, présidente du Conseil de fédération de Russie, selon les journaux, a adressé un message de félicitations au président de la nouvelle institution. Dans ce message rendu public hier jeudi 13 août, la Chambre haute du Parlement russe, par la voix de sa présidente, a salué l'élection du président Patrice Talon qui, rappelle le matinal, a été élu le jeudi 6 août dernier, soit 2 mois après son départ du pouvoir. Alors, pour son élection à la présidence du Sénat, la Russie félicite Patrice Talon, résume en titre le Télégramme qui présage une coopération possible avec le Sénat russe. Fraternité y voit les premiers signes d'une reconnaissance internationale du Sénat. Mais à l'interne, ça grogne. Selon le Patriote, l'élection du bureau présidé par Patrice Talon suscite une vive réaction du professeur Nathanaël Kitty, qui voit dans cette nouvelle institution une concentration des pouvoirs au Bénin. Pour le vice-président des démocrates, le Sénat constitue une menace pour la séparation des pouvoirs et les libertés publiques, rapporte le journal qui publie la tribune de cet avocat au barreau de Paris, dans laquelle il accuse les acteurs ayant accepté d'y siéger de participer à la consolidation d'un système politique qu'il qualifie. Par ailleurs, le Patriote dresse la liste de ces sénateurs qui doivent démissionner de l'animation de la vie politique. L'article 96 du chapitre consacré à l'éthique et à la discipline des membres du Sénat dispose, en référence à l'article 113-4 alinéa 2 de la Constitution, que les sénateurs ne peuvent être ni acteurs ni partisans politiques. Décrypte le journal qui retient qu'ils sont également soumis à une obligation de réserve politique. Comment alors un sénateur peut-il ne plus être un acteur ou un partisan politique tout en demeurant officiellement membre d'une formation politique? S'interroge le Canard qui se penche sur le cas de personnalités membres du Sénat, notamment Bruno Amoussou, Alassane Seydou, Pascal Irénée Koupaki et Abraham Zindouhoué, qui sont membres du parti Union Progressive Le Renouveau, tout comme Adidjatou Matisse et Charles Toko, membres du parti Bloc Républicain. Mon confrère soutient qu'une rupture est nécessaire avec le militantisme politique. Pendant ce temps, dans le reste, Diakwata évoque la rentrée scolaire 2026-2027. Le journal dévoile le calendrier de la pré-rentrée. Elle aura lieu du lundi 7 au vendredi 11 septembre 2026 et plusieurs activités pédagogiques, administratives et organisationnelles vont rythmer la pré-rentrée sur toute l'étendue du territoire national, révèle la publication. Et attention, c'est zéro tolérance pour les absences, avertit le ministère des Enseignements maternels et primaires, rapporté par Dynamis Info. Dans une correspondance datée du 3 août 2026, adressée aux directeurs départementaux, conseillers pédagogiques et directeurs d'école, le ministère déplore l'absence de nombreux enseignants durant la pré-rentrée, fait savoir le journal qui termine que selon la tutelle, des procédures disciplinaires sont engagées à l'encontre de tout enseignant dont l'absence sera constatée. Et toujours au chapitre éducation, la Boussole annonce l'opération de retrait des attestations du baccalauréat 2026. Le retrait démarre le 24 août prochain, précise le journal. Et donc, les nouveaux bacheliers de la session de juin 2026 pourront bientôt entrer en possession de leurs attestations, déduit le Patriote qui s'appuie sur le communiqué publié hier jeudi 13 août par le directeur général de l'Office du baccalauréat. Et Fraternité pour ainsi finir, le journal parle de la célébration du 15 août. L'igname est en fête, s'exclame en manchette le journal qui réalise tout un dossier à cet effet. Les détails à lire dans les colonnes du journal. Quant à nous, mesdames et messieurs, ainsi va l'essentiel de l'actualité, tel que traité par les publications ce vendredi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. C'était la revue de presse sur Sota FM. Dans la Liborie, la différence